à tous, donc, je suis le docteur Elodie Berthaud, je suis cardiologue interventionnelle à l'hôpital de Vichy. Je remercie du coup l'organisation du CREF de m'avoir permis de présenter ce topo. Donc on va décrire la prise en charge des patients à haut risque hémorragique ou avec hémorragie active qui sont traités par anticoagulant pour une ACFA ou un remplacement valvulaire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans la présentation. Donc j'ai scindé le topo en deux. Je vais d'abord parler que pour la FA et après pour les prothèses valvulaires mécaniques. Et j'ai fait une slide après la conclusion pour parler aussi de la cardiopathie ischémique. Donc les généralités sur l'AFA, ça naît au niveau de l'abouchement des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Et le risque, c'est la formation de thrombus dans l'auricule gauche. Donc les thrombus de l'auricule gauche, on ne les voit pas en ETT, on les voit qu'en ETO ou sur scanner. Voilà, l'image ETO en haut à droite, on voit la formation de thrombus dans l'auricule. Et sur l'image scanographique, on la voit ici. Donc, on a établi des scores de risque pour savoir s'il fallait anticoaguler ou pas les patients. Le score de risque hémorragique, c'est le score de Chadds-Vasc, et le score de risque hémorragique, c'est le score ASBLED. On anticoagule les patients dès que le Chadds-Vasc est supérieur à 1. Je pense que c'est des scores qui sont critiquables, parce que quand on regarde de plus près, dès qu'on est une femme, on est à 1, donc ça veut dire que toutes les femmes qui font de l'AFA, elles devraient être anticoagulées tout le temps. Donc c'est à prendre avec des pincettes et vraiment faire au cas par cas. Il faut savoir que si on a un score de Chadds-Vasc à 0, on a 1% de risque de faire un AVC dans l'année. Dès qu'on est à 3, c'est 15% dans l'année. Et quand on regarde les critères des deux scores, dès qu'on est hypertendu, qu'on a plus de 65 ans et qu'on a fait un AVC, on a un Chadds-Vasc à 4 et un ASBLED à 3. Donc c'est vraiment la balance bénéfice-risque et c'est le praticien qui décide s'il doit l'anticoaguler ou pas, parce qu'il est autant à risque ischémique qu'hémorragique. Une fois qu'on a décidé d'anticoaguler le patient, par quelle molécule on va utiliser? Donc on a la FA non valvulaire. Pour les FA non valvulaires, en première intention, c'est les AOD qui sont recommandés, sauf s'il y a une contre-indication, c'est souvent l'altération de la fonction rénale, et dans ce cas-là, on utilise les AVK. Pour tout ce qui est FA valvulaire, donc les FA valvulaires, c'est le rétrécissement mitral serré et les prothèses mécaniques. Là, les AOD sont contre-indiqués, on peut utiliser que les AVK. C'est bien ce que nous disent les recommandations de l'ESC. Pas d'AOD si FA valvulaire. Si on a anticoagulé par AVK, l'objectif INR c'est 2-3, sauf si c'est une prothèse mitrale mécanique ou si c'est une valve d'ancienne génération. On voit bien que les valves ABI là, qui existaient il y a plusieurs années sont plus à risque thrombogène que les valves double ailette actuellement. Donc chez ces patients-là, les objectifs d'INR sont un peu plus hauts, aux alentours de 3, 3,5. Et pour tout ce qui est valve de TAVI ou bioprothèse, c'est les AOD en première intention. Donc pareil, je mettrai un petit bémol sur les bioprothèses mitrales, qui sont plus à risque thrombogène aussi, et les chirurgiens préfèrent encore utiliser les AVK dans cette indication. Si on a vraiment une contre-indication absolue aux anticoagulants, on peut proposer aux patients une fermeture de l'auricule gauche. C'est une décision qui est prise en staff pluridisciplinaire, donc avec le cardiologue, le gériatre et le spécialiste d'organes. Donc généralement, c'est soit le neurologue, soit le gastro-entérologue. C'est une procédure qui se fait au CHU sous anesthésie générale. Il y a deux types de prothèses qui existent, donc soit l'Emplatz, soit la Watchman. On passe en gros par la veine fémorale, on remonte dans l'oreillette droite, on fait un transseptal, on arrive dans l'oreillette gauche, et on va aller implanter la prothèse à l'entrée de l'auricule pour faire comme un petit bouchon et pour éviter la formation de caillots à ce niveau-là. Comme ça, pas besoin d'anticoaguler les patients, il faut juste les mettre sous aspirine pour pas que la prothèse thrombose. Donc ça, c'est du grade 2B. Il y a aussi une autre possibilité quand les patients sont un peu âgés, en FA, déjà anticoagulés, et qu'on les adresse au chirurgien pour une chirurgie de pontage ou une chirurgie valvulaire. Quitte à ce qu'ils aient déjà le thorax du patient ouvert, ils peuvent aussi fermer l'auricule de façon chirurgicale en disant peut-être qu'un jour ils seront contre-indiqués, au moins l'auricule est fermé, c'est déjà fait. Donc, comment on gère les patients en FA sous anticoagulants qui présentent un AVC ischémique? Si c'est des gens qui sont traités par AVK et qui ont un INR en dessous de 2, on peut autoriser la fibrinolyse. Si par contre ils sont sous AOD, c'est contre-indiqué, sauf si on est vraiment sûr que la dernière prise date de plus de 48 heures. On peut s'aider de certains dosages, mais s'il y a le moindre doute, on ne fibrinolyse pas. Et par contre, les études et les recommandations sont formelles
Il ne faut pas reprendre l'anticoagulation dans les 48 heures parce que le risque de transformation hémorragique est trop accru. Et si on décide de reprendre un anticoagulant par la suite, en première intention, c'est les AOD. Le risque d'AVC ischémique à 90 jours récurrent, il est plus important que le risque de transformation hémorragique si le traitement anticoagulant il est repris dans les 4 à 14 jours qui suivent l'événement. Le taux de récidive d'AVC ischémique, il augmente si l'AOD il est repris plus tardivement, au-delà de 14 jours. Malheureusement, il n'y a pas de recommandation formelle sur il faut reprendre à J7, J10. Ils disent donc 4 à 14 jours, c'est au cas par cas, et c'est pour l'instant que des consensus d'experts. Et encore une fois, les AOD ont une meilleure efficacité que les AVK en termes de sécurité et en termes de récidive ischémique. Chez les patients en FA anticoagulés et qui présentent un AVC hémorragique, donc là, c'est un petit peu plus délicat. C'est une décision qui doit être prise de façon pluridisciplinaire. Bien sûr, en s'aidant de l'imagerie médicale, plus l'étendue de l'hémorragie va être importante, plus on va être frileux à reprendre rapidement les anticoagulants. Là encore, privilégier les AOD et ils disent d'attendre au moins 2 à 4 semaines. Si vraiment le patient n'est pas en très bon état, que l'hémorragie est trop importante et qu'on décide de le contre-indiquer aux anticoagulants, on peut lui proposer une procédure de fermeture d'auricule. Et si on décide de reprendre un anticoagulant, on privilégie les AOD, ça c'est du grade 2A. Le patient en FA anticoagulé qui présente une hémorragie active, que ce soit qu'il soit traité par AVK ou par AOD, si c'est une hémorragie mineure, on suspend simplement le traitement anticoagulant. S'il est sous AVK, on attend que l'INR soit en dessous de 2. Si par contre il y a le pronostic vital qui est engagé, que c'est une hémorragie qui est vraiment sévère, on arrête l'anticoagulant, on réverse, on fait un geste hémostatique en urgence et on peut considérer de mettre des facteurs de coagulation. Donc ça c'est du grade 1. Les saignements sous AOD, donc bien sûr on fait les manœuvres classiques de réanimation, on transfuse, on remplit, on utilise les inotropes si besoin. Si le patient a pris la dernière prise d'AOD dans les 6 heures, on peut utiliser le charbon actif et si ça ne suffit pas, on peut utiliser des PCC. Pour les surdosages AVK, donc les surdosages graves avec des INR à plus de 10, on arrête le traitement, on met de la vitamine K. Là, ils disent 5 mg, on peut aller jusqu'à 10, et puis après, on dose l'INR de façon répétée jusqu'à ce qu'il soit en dessous de 2. Donc là, c'était la gestion des anticoagulants chez les patients en FA. Là, on va se focaliser chez les patients qui sont porteurs de prothèses valvulaires mécaniques. S'ils présentent une hémorragie grave, on arrête le traitement anticoagulant, on leur fait de la vitamine K en intraveineux. Si ça ne suffit pas, on rajoute des PCC jusqu'à ce que l'INR soit en dessous de 2. On contrôle les INR de façon répétée. Et le moment optimal pour reprendre l'anticoagulation, c'est au cas par cas, en fonction de si l'hémorragie est bien traitée avec le traitement entrepris et avec l'antagonisation. Les études, elles s'accordent à dire qu'il est vraiment indispensable de les antagoniser. C'est vrai que nous, on est un peu frileux parce que la vitamine K, c'est vraiment un risque thrombogène pour les valves, mais après, ça reste la balance bénéfice-risque, donc il faut arrêter le traitement, antagoniser et réaliser un geste hémostatique le plus rapidement possible. Il y avait une méta-analyse que je trouvais pas mal pour les patients qui présentaient une hémorragie intracérébrale pour savoir à partir de quand on pouvait reprendre le traitement anticoagulant. En fait, sur la courbe, on voit qu'à partir de J10, J12, elle commence à se croiser. Le risque de ressaignement, il reste stable à partir de ce moment-là. Par contre, le risque thrombotique de valve, il augmente franchement. Donc, au niveau des études, elles avaient tendance à dire de reprendre l'anticoagulant à partir de cette période, mais là encore, il n'y a pas de reco, il n'y a pas de jour spécifique, c'est vraiment au cas par cas et les études sont un petit peu contradictoires là-dessus. Donc il y a vraiment peu de données sur la prise en charge optimale, vraiment balance bénéfice-risque au cas par cas. Après, ça accorde vraiment à dire qu'il faut arrêter le traitement, antagoniser et traiter la cause du saignement le plus rapidement possible pour éviter une thrombose de valve. Et en gros, ce qui conditionne vraiment le pronostic, c'est plus la gravité de l'événement hémorragique initial que la gestion des anticoagulants par la suite.
Ça, personnellement, je l'ai jamais vu. Mais en gros, si on a un patient qui a une valve mécanique et qui a un saignement qui est vraiment difficile à contrôler malgré toutes les mesures entreprises, ça doit exister qu'on peut leur proposer une chirurgie de rédux pour enlever la valve mécanique et leur mettre une bioprothèse pour qu'ils aient plus le problème d'anticoagulation. En pratique, je pense qu'il faut vraiment distinguer deux situations. Donc les hémorragies graves qui sont facilement gérées par un geste hémostatique, soit endoscopique, soit chirurgical. Là, on fait une fenêtre thérapeutique de 2-3 jours. Et il conseille de reprendre le traitement anticoagulant initialement par de l'héparine non fractionnée parce que c'est plus facile à réguler si le patient ressaigne. Et les hémorragies intracérébrales, où là, la fenêtre thérapeutique, elle est de 1 à 2 semaines, mais toujours à discuter de façon pluridisciplinaire et au cas par cas. Donc, si on veut retenir 10 points clés, pour la FA, on anticoagule le patient en fonction des scores de risque ischémique ou hémorragique. Privilégier les AOD, sauf si c'est une FA valvulaire. Si le patient est vraiment contre-indiqué formellement aux anticoagulants, on peut lui proposer une procédure de fermeture d'auricule gauche. S'il présente un AVC ischémique, fenêtre thérapeutique d'au moins 48 heures pour éviter une transformation hémorragique. Si le patient présente un AVC hémorragique, là il faut attendre au moins 2 à 4 semaines avant de reprendre les AOD. Et s'il y a une contre-indication absolue, proposer une fermeture d'auricule. Si c'est une hémorragie active, c'est traitement classique, quoi. On arrête le traitement anticoagulant, on fait un geste hémostatique et on peut rajouter du charbon actif ou des PCC. Et chez les patients qui sont porteurs d'une prothèse valvulaire mécanique, si c'est une hémorragie grave, pareil, on arrête le traitement, on réverse et on fait un geste hémostatique. Ils insistent sur l'importance d'antagoniser. Et si c'est une hémorragie intracérébrale, toujours balance bénéfice-risque et à reprendre dans les 7 à 10 jours qui suivent l'événement. Et j'ai quand même remis, s'ils font une hémorragie intracérébrale, qui sont contre-indiqués définitivement au traitement anticoagulant et qu'il y a un risque de thrombose de valve, on peut discuter avec le chirurgien d'un rédux pour implanter une bioprothèse. Je fais juste une petite aparté pour la cardiopathie ischémique chez les patients qui sont sous anticoagulants. On n'a pas le droit de mettre de ticagrelor ni de prasugrel avec les AVK ou les AOD, donc on n'utilise que de l'aspirine et du Plavix. En gros, pour les patients qui ont présenté un SCA, que ce soit ST+, ou ST-, il faut une double antiagrégation plaquettaire minimale d'1 an. Donc on a 2 schémas thérapeutiques. En gros, si c'est une monolésion sur une coronaire droite distale, par exemple, on fait une triple thérapie pendant 1 semaine, donc aspirine, Plavix, AOD. Et ensuite, pendant 1 an, on fait Plavix, AOD. Si par contre, c'est un patient qui a haut risque ischémique, par exemple un tritronculaire ou un patient très calcifié chez qui on a mis 6 cm de stent ou une lésion du tronc commun, là il est plus à risque ischémique et donc on va avoir tendance à majorer la durée de la trithérapie à 1 mois et après faire une double pendant 1 an. Si c'est des patients qui présentent juste un angor stable hors contexte de SCA qu'on va stenter, il faut minimum 6 mois de double antiagrégation plaquettaire. Et si c'est des patients qui présentent un événement hémorragique grave, chez qui on est contraint d'arrêter le traitement, donc c'est généralement le Plavix qui pose problème, il faut qu'on ait minimum 1 mois de double antiagrégation. Parce qu'en dessous d'1 mois, il y a un risque de thrombose de stent qui est trop importante, donc il faut minimum 1 mois d'aspirine Plavix ou de Plavix Xarelto avant de pouvoir arrêter le traitement. Et on associe systématiquement un IPP, parce que c'est des traitements qui sont assez agressifs pour l'estomac. Donc voilà. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et merci Elodie pour ton topo. Merci Elodie pour la clarté de tes explications. Alors moi, je suis aussi anesthésiste, donc du coup, j'ai une question à 1 an. À 1 an, nous, on a des patients, donc, les patients en ACFA avec des ACFA stentés, donc, qui normalement, d'après des recommandations qui sont récentes, devraient 2023, devraient plus avoir que AOD et donc plus de Plavix. On arrête le Plavix à 1 an et non plus que AOD. Et donc nous, ils arrivent sur des chirurgies, par exemple une prothèse de hanche, et donc il faut qu'on arrête les AOD. Et du coup, je ne l'ai pas trouvé dans les recommandations, mais est-ce qu'on peut imaginer arrêter les AOD et remplacer par du cardégique? C'est ce qu'on fait nous.
Ok. Ouais. Alors on se posait la question parce que bon, c'est en train d'arriver parce qu'on n'a pas beaucoup de patients qui sont sous AOD sale, c'est récent, mais Nous, c'est ce qu'on fait parce que le risque ischémique prédomine. Après, ça dépend aussi du score de Chas-Vasc, mais généralement, on fait une fenêtre. On arrête les liquides pendant 2, 3, 4 ou 5 jours en fonction de la chirurgie, mais on les traite quand même par aspirine pour éviter qu'ils bouchent le stent, quoi. ok. Et alors, deuxième question, est-ce qu'il y a encore des indications de double anti-agrégation Plavix-aspirine Ouais. à 1 an? Parce que nous, on voit beaucoup de gens en ville, par défaut de trouver un cardiologue ou personne n'a osé faire le relais. Ou, bon, voilà, c'est C'est la réalité, quoi. Et C'est le la quotidien, réalité, ouais. c'est voilà, les gens, ils ont encore du dioplavin. C'est pratique, c'est un seul comprimé. Mais est-ce qu'il y a encore des indications? Nous, des fois, on a la motivation, on écrit à quelqu'un et on leur propose d'arrêter. Mais parce que nous, du coup, on leur fait arrêter forcément une des deux composantes pour la chirurgie. Mais est-ce qu'on peut leur dire maintenant, vous faut l'arrêter définitivement? Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des indications de double anti-agrégation à 1 an? Non, en fait, il faut l'arrêter parce que les études, elles ont montré qu'après 1 an de double anti-agrégation, il y a plus de risque hémorragique que de risque de thromboser le stent. Donc au bout d'1 an, on stoppe le duoplavin, on les laisse que sous aspirine. Pour moi, la seule indication de laisser la double, c'est si nous, on l'a spécifié, parce que vraiment cardiopathe ischémique hyper sévère, ou s'il a une artériopathie associée. Des membres inférieurs, tu veux dire? Ouais. Okay. Des fois, les chirurgiens vasculaires, ils aiment bien garder les deux aussi. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas d'autre indication. C'est aspirine seule, passer 1 an. Ok, c'est clair. Merci. D'autres questions? Merci. J'ai posé la question à Vedat en aparté, mais sur les recommandations en cas de choc hémorragique, ils disent même dans les prothèses valvulaires de reprendre les anticoagulants que 2 à 4 semaines après un choc hémorragique d'un gars qui a une prothèse valvulaire. Justement, je demandais derrière moi si c'était très long ou parce que j'ai pas l'impression qu'on fasse ça en pratique, mais peut-être que je me trompe. Ça me paraît très long, quoi. Déjà, 10 jours sans anticoagulant chez un patient qui a une valve mécanique. Moi, je vais rebondir sur ce que dit Pierre-Antoine. Je vais te poser une question aussi sur les valves mécaniques. Il y a quand même une différence entre traverser une valve aortique et une valve mitrale. Oui. Ah oui, parce que la mitrale, elle est beaucoup plus thrombogène que l'aortique. Après, c'est pareil, si le patient il est en état de choc et qu'il est en train de mourir... 2 à 4 semaines après, on a la réponse. Moi, je ne ferai pas autant, perso. Mais après, c'est toujours à discuter et au cas par cas. Mais généralement, s'ils sont traités rapidement, qu'il y a un geste qui est fait tout de suite et qui ne ressaigne pas, moi, j'aurais tendance à reprendre un peu d'héparine, peut-être au bout d'une semaine, 10 jours, quoi, déjà. Je me permets, je suis et cardiologue et réanimateur. On a des mauvaises notions du risque thrombogène des valves. Alors c'est sûr que quand elles thrombosent, c'est dramatique. Mais les valves aortiques, avec un bon VG, ça thrombose peu en fait. Il y a des études qui montrent que c'est 4 à 5% par an. C'est pas tant que ça sur les valves aortiques. Donc je dis pas qu'il faut pas décoaguler. Mais quand il y a vraiment des risques hémorragiques qui persistent, le risque, rapport bénéfice-risque, il faut vraiment réfléchir avant de remettre ces anticoagulants. Donc non, c'est pas... Et inversement, la FA à mauvais VG... Le risque est probablement plus important. Et ce qui est encore, vous n'en avez pas parlé parce que vous ne pouvez pas tout faire, le plus important, c'est les maladies thromboemboliques récentes. Là, on est vraiment dans la merde, quoi. Non, mais objectivement, c'est ça où le risque est beaucoup plus important, quoi. Donc, les valves mécaniques, moi, j'ai été cardiologue, on m'a fait pareil, on m'a dit fais attention aux valves mécaniques, mais c'est pas le plus dangereux. Enfin, je pense qu'il faut oublier cette peur absolue. Alors, je parle de la valve aortique. Valve mitrale, c'est autre chose. Après, on peut les contrôler avec des échos réguliers. Voilà, mais le gradient, je pense qu'il faut quand même, effectivement, nuancer la peur sur les valves mécaniques, quoi, aortiques. C'est que quand on en voit une, on se dit, bon, la prochaine, on essaiera de reprendre l'anticoagulant plus rapidement, quoi. J'ai une autre question pour toi, Elodie. Je vais rebondir sur ce que disait Thibaut ce matin sur sa présentation. On connaissait les AVK, on a la vitamine K, on a le PPSB, ça se réverse. Et même là encore, on est de la gestion de l'anticoagulation, on voit qu'on des fois on n'est pas très bon quand même. Et il y a eu l'apparition des AOD. Il y a d'abord eu le Pradaxa qui est le vent en poupe, et le Pradaxa un antidote. Ceux qui arrivent après, Eliquis, Rivaroxaban, Apixaban, eux, on nous dit qu'il faut faire double dose de PPSB. Mais ce qu'on oublie, c'est que le PPSB, ce n'est pas un antidote. Ça marche qu'à l'instant T.
et qu'après, en fait, le médicament il continue de circuler, il y a toujours un risque hémorragique. Alors ma question, c'est en fait, pourquoi vous prescrivez beaucoup moins de Pradaxa et que vous prescrivez beaucoup plus des deux autres? C'est une bonne question. Non, mais est-ce qu'il y a... Parce que, après, c'est au niveau de la pratique, je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'accidents hémorragiques sous AVK, même s'ils sont bien contrôlés au niveau de l'INR par rapport aux AOD, et qu'il y a beaucoup moins d'événements hémorragiques sous AOD. Parce que même l'HAS, il y a moins d'indications au Pradaxa que Ouais. pour les deux autres. Et ça, j'avoue que je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est vrai que c'est le premier qui est sorti sur le marché, et c'est le premier qui a été prescrit initialement, quoi. Moins d'événements thrombotiques et moins d'événements hémorragiques avec les deux derniers. Les anti-10 sont Après, de toute façon, les trois se valent, qu'on prescrit du Dabigatran, du Rivaro ou de la Pixaban. Tant que le patient il est anticoagulé, nous, ça ne nous pose pas de soucis, quoi. Allez, dernière question. En fait, je crois que c'est parce que les études de Helikis ont montré une légère supériorité pour les AVC ischémiques et surtout en neurologie. Et c'est pour ça qu'en neurologie, l'Helikis est favorisé par rapport aux deux autres molécules. Il y a une légère supériorité. Bon, j'avais une dernière question, mais je vais attendre que Vedat fasse son topo et ça sera pour vous deux. Ok. Donc merci Elodie.